Votre fidélité nous honore. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du dimanche 31 août 2025. À Combra, dans la province du Mandoul, la première session budgétaire du Conseil provincial débutée le lundi 25 août dernier a été donc clôturée, couplée à la formation des conseillers provinciaux. Cette clôture de la première session a vu la présence d'une foule immense au centre Campaya de Combra. Retrouvons notre correspondant depuis Combra, Ankanoïti Rimadita. Cette clôture de la première session budgétaire du Conseil provincial du Mandoul a drainé une foule immense au centre culturel champagnat de Coumra. L'intérêt pour cette population sortie nombreuse en ces lieux serait de s'imprégner des réalités et préoccupations du premier Conseil provincial qui entame les activités sous une gouvernance qui, selon elle, est la première fois décentralisée au Tchad. Faisant un état des lieux sur le séjour bien concentré des conseillers, en vue d'élaborer le budget de cette instance non négligeable au niveau provincial, le président du conseil provincial de Mandoul, Milé Ramba Frédéric, a eu l'occasion d'égrener le chapelet des préoccupations du conseil provincial pour la population de la province du Mandoul. Le conseil entend mener des démarches auprès des partenaires techniques et financiers pour satisfaire les Mandoulais et Mandoulaises. Le budget du conseil provincial du Mandoul pour les 6 derniers mois de l'année 2025 s'équilibre en prévision de dépenses de 493 millions de francs CFA pour une subvention équivalente de 493 millions de francs CFA. Il est structuré en 5 chapitres. Les dépenses du personnel, les dépenses des biens et matériels, les dépenses des services, le développement rural et l'éducation, et enfin les dépenses des investissements. Les activités qui occupent 80% des personnes actives sont l'agriculture et l'élevage. Dans une posture sereine et très concentrée sur cette nouvelle gouvernance où l'exécutif provincial devient le barycentre du pouvoir, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, estime que cette gouvernance qui prend sa source dans les coins et recoins du Tchad est désormais un tournant décisif pour le décollage de l'économie de la province du Mandoul. Il est donc impératif pour les conseillers de travailler avec sérénité et dévouement, renchérit Ahmad Abdallah Fadoul. L'un des objectifs majeurs du Conseil provincial sera de contribuer fortement à l'augmentation et à la maximisation des recettes fiscales de la province selon l'approche de la décentralisation prônée par les plus hautes autorités du pays. La décentralisation met en compétition les provinces qui sont appelées à faire preuve d'imagination, d'innovation et d'intelligence pour accroître leurs recettes fiscales afin de promouvoir leur développement culturel et socio-économique. Pour continuer à bénéficier de la subvention de l'État, le Conseil provincial doit non seulement contribuer à accroître les recettes de sa circonscription administrative, mais aussi et surtout impliquer toutes les communautés dans la gestion de la chose publique. Il faut noter que c'est au total 17 conseillers, dont 3 de l'exécutif, qui travailleront jour et nuit pour la stabilité de la province du Mandoul. Et puis les maîtres communautaires recrutés jadis par les communautés dans les zones rurales pour pallier donc au manque d'enseignants dans les établissements d'enseignement primaire public. Ces derniers contribuent efficacement dans l'éducation de nos enfants. On en parle avec Bainadi Nicolas. Dans les années 1990 à 2000, plusieurs villes du Tchad étaient confrontées à une pénurie d'enseignants, à l'explosion démographique et à une baisse des ressources publiques. On vit émerger ce phénomène. Ils étaient connus sous le nom de maîtres suppléants. Aujourd'hui, ils sont connus sous le vocable de maîtres communautaires. Ce sont les communautés villageoises qui ont pris l'initiative de recruter localement des personnes ayant un niveau d'éducation suffisant, souvent avec le BPC ou baccalauréat, parfois avec le niveau de 5 ou CM2 pour tenir les classes. Leur rémunération repose sur les cotisations
organisation des parents d'élèves via les APO, associations des parents d'élèves, ou parfois sur des primes accordées par les mairies ou des projets partenaires comme les ONG ou autres bailleurs de fonds. Ces enseignants n'ont pas de statut officiel dans la fonction publique. Progressivement, l'État a intégré une partie des maîtres communautaires dans la fonction publique via des concours ou des contrats. Malgré cela, beaucoup vivent dans la précarité. Mal rémunérés, peu formés et sans perspective d'évolution impactent négativement sur la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Ils ont permis l'ouverture et le fonctionnement des écoles dans des zones enclavées. En étant issus de la communauté, ils sont souvent plus stables géographiquement. Leur présence permet une certaine régularité scolaire, surtout dans des contextes où l'État est peu présent. Ils sont recrutés pour sauver les meubles. Il leur manque de formation pédagogique, chose qui nuit à l'efficacité et à la qualité d'apprentissage. Ces élèves encadrés par des maîtres communautaires reçoivent souvent un enseignement de qualité inférieure, comparé à ceux encadrés par des enseignants formés et rémunérés par l'État. Faute de faible rémunération, absence de reconnaissance officielle et surcharge de travail entraînent la démotivation, l'absentéisme ou abandon. Le renouvellement est élevé, notamment chez les jeunes diplômés qui trouvent mieux ailleurs. Si l'État pourrait donner un coup de pouce dans la formation ou l'intégration de ce maître communautaire, cela pourrait aider le système éducatif tchadien qui balbutie. Sinon, renforcer le partenariat entre l'État et les communautés locales tout en assurant un cadre légal et faire de suivi pédagogique tout en mettant en place un accompagnement pédagogique des maîtres communautaires par les inspecteurs ou conseillers pédagogiques. Les maîtres communautaires continuent de jouer un rôle essentiel dans l'élargissement de l'accès à l'éducation, notamment dans les zones rurales. Toutefois, leur contribution reste entachée par une précarité structurelle et un manque de reconnaissance institutionnelle. Il devient donc crucial de repenser leur place dans le système éducatif, en valorisant apport et en améliorant leurs conditions de travail pour garantir une éducation équitable et de qualité pour tous. Et puis la page société. À présent, l'Académie de dialogue parents-enfants a organisé un atelier de causerie éducative. C'était hier au Centre Étoile de Moursal dans le 6e arrondissement de la capitale. Un atelier qui a pour objectif de comprendre les causes du phénomène de mariage précoce et forcé dans la société tchadienne et comment y remédier. Chanel Alao nous en dit un peu plus. Rassemblés autour d'un sujet qui touche la société tchadienne en profondeur, briser la chaîne du mariage précoce et forcé, éduquer, protéger et sensibiliser, c'est sur ce thème que les échanges ont eu lieu. Cet atelier n'était pas qu'une simple rencontre, mais plutôt un cri de conscience, un appel à l'action et au devoir de solidarité, parce qu'aucun enfant ne devrait être privé de son innocence, de ses rêves, de son avenir à cause d'un mariage imposé trop tôt. Briser cette chaîne, c'est sensibiliser. Combien de parents croient marier tous leurs filles, c'est protéger? En réalité, c'est l'exposer aux violences, aux grossesses précoces, à la pauvreté. Sensibiliser, c'est éveiller les consciences, c'est dire la vérité quand elle dérange. Nous devons aller dans nos familles, nos quartiers, nos villages, nos églises, nos mosquées, dans nos écoles, pour changer la mentalité de faire comprendre que l'enfant n'est pas une épouse en devenir, mais un être humain avec des droits et un avenir. Le mariage est une bénédiction quand il est choisi librement, mûrement réfléchi et vécu dans l'amour. Mais le mariage précoce et forcé est une blessure sociale, psychologique et spirituelle. Il est une chaîne invisible qui prive des milliers de filles et parfois des garçons de leur avenir. Donc l'individu qui est dans un état de vulnérabilité n'est pas encore prêt. Cette personne n'est pas prête physiquement, émotionnellement et psychologiquement à assurer ou encore à entrer dans le cercle de mariage. Dans ce contexte, on parle de mariage précoce. Protéger les enfants, c'est refuser qu'ils deviennent des victimes, c'est dire non au sacrifice de leur enfance sur l'autel des coutumes, c'est garantir leur droit à la santé, à la croissance, à une adolescence vécue pleinement. Protéger, c'est mettre des barrières contre la douleur et ouvrir des portes vers la joie.
Chanel Alao, merci. La capitale du Tchad fait face donc à un phénomène très récurrent, les embouteillages, une situation décriée par les usagers de la voie publique et souvent à l'origine des accidents. Nos reporters Frida Ketem Allo et Alphonsine Madilom se sont intéressés à ce phénomène. De nombreuses routes dégradées, des infrastructures routières insuffisantes, le non-respect des codes de signalisation, tels sont les motifs avancés par les usagers sur la question de l'embouteillage dans la ville de N'Djamena. Pour pallier à ces accusations, les autorités tchadiennes ont entamé un vaste chantier de la construction d'un troisième pont de Chagua en mars 2023. 3 ans après, les travaux peinent à se concrétiser. Nonobstant ces actions, plusieurs opérations ont été lancées pour évacuer les occupations anarchiques des voies publiques. Mais les faits semblent être têtus. La situation persiste. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles qui rendent certaines voies impraticables, concentrant la circulation sur les axes principaux comme celui de l'avenue Jacques Nadingar. Les embouteillages ont non seulement des répercussions sur les mouvements humains, mais impactent considérablement sur les activités économiques des riverains. Le jour où il y a embouteillage, nous sommes tous nerveux parce qu'il n'y a pas d'entrée. On ne pourra pas vendre nos marchandises. À cela, on ne sait quoi faire pour remédier à ce problème. Si l'embouteillage s'annonce, les boutiquiers, nous les vendeurs de graviers, ne sont épargnés. Afin de soulager un tant soit peu la souffrance de la population, il serait souhaitable pour les autorités en charge des transports et de la sécurité de conjuguer les efforts en vue d'achever le troisième pont, envisager un quatrième et aussi d'aménager certains axes reliant les quartiers périphériques au centre-ville. Mais également une prise de conscience collective des usagers à la citoyenneté s'avère nécessaire, car la sécurité révèle d'une responsabilité partagée. La Caisse nationale d'assurance santé est une institution étatique créée donc pour améliorer la couverture santé universelle. Elle facilite la population à l'accès aux soins et à une meilleure prise en charge. Roselyne Ndié-Courbois nous en dit un peu plus. Contribuer à la mise en œuvre de la couverture santé universelle et d'assurer une meilleure prise en charge des besoins sanitaires de la population, telle est la mission principale de la Caisse nationale d'assurance santé au Tchad. Autrement dit, la Caisse nationale d'assurance santé est l'outil par lequel le Tchad cherche à garantir une meilleure protection sociale en santé et à concrétiser le droit à la santé pour tous. La Caisse nationale d'assurance santé, dont le sigle est CNAS, est un établissement public administratif doté d'une autonomie de gestion créée par la loi 026/2020 du 31 décembre 2020. C'était en tout cas le cadeau de la nouvelle année qui a été donné par les plus hautes autorités en ce qui concerne la protection sociale et précisément la couverture santé universelle. L'autonomie de la gestion de la Caisse nationale d'assurance santé a pour mission principale de servir les prestations de soins au titre de la couverture santé universelle. Cette caisse-là, comme son statut l'indique, est un organisme public qui a une certaine autonomie, qui a une autonomie de gestion et dont la mission principale est de servir les prestations de soins au titre de la couverture santé universelle, d'où la gestion de la couverture santé universelle. Sur le plan institutionnel, elle est placée sous la tutelle administrative du ministère de la Santé publique et de la Prévention et sous la tutelle financière du ministère des Finances. Le régime non contributif des personnes économiquement démunies est assuré par l'État. D'abord, il faut peut-être reconnaître que dans les 3 régimes qui sont prévus par la loi 035, l'État avait décidé que la gestion de la CSU commence par le régime 3 des personnes économiquement démunies. Étant entendu que dans les 3 régimes, il y a 2 régimes contributifs, c'est-à-dire pour lesquels les bénéficiaires payent des cotisations pour profiter des prestations de soins, et l'autre régime qui est le régime 1 des personnes économiquement démunies est un régime non contributif. Non contributif en ce sens que les bénéficiaires ne payent pas eux-mêmes les cotisations,
contrairement aux deux autres régimes, mais leur cotisation est payée par l'État. Signalons que la Caisse nationale d'assurance santé au Tchad est de protéger les populations contre le risque de maladie et de garantir l'accès aux soins pour tous dans le cadre de la couverture santé universelle au Tchad. L'Association pour le développement de l'Aïtaba a procédé à l'installation officielle de son nouveau bureau exécutif. La dite cérémonie s'est tenue hier à Gassi, dans la commune du 7e arrondissement de la capitale. Baïdik Samsadok pour plus de précisions. La rencontre a débuté par une prière d'action de grâce en signe de reconnaissance à Dieu pour ce moment de renouveau associatif. Dans son intervention, le président du Prosodium, Ba Francis, a salué le travail accompli par l'équipe sortante, soulignant les efforts consentis et les acquis enregistrés au cours de la mandature écoulée. Dans son intervention, le président sortant, Sem Kalgue, a exprimé sa gratitude à l'endroit des membres de son bureau et aux adhérents pour leur soutien constant avant de céder symboliquement le flambeau. L'honneur est pour moi de prononcer quelques mots en ma qualité de président sortant de notre association et rappeler à toutes et à tous la devise de notre association qui est entente, développement et prospérité. C'est sur cette base que depuis 2019, mon équipe et moi avions eu le privilège de diriger cette association avec le mandat renouvelé 2 fois. Selon les circonstances, certes, il faut rappeler qu'il y a eu des hauts et des bas pendant notre exercice. Mais grâce à l'entente et à la collaboration de tous les membres de cette association, nous sommes arrivés à ce niveau aujourd'hui. Prenant la parole à son tour, le nouveau président Gao Waido a exprimé sa volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à l'association. Il a promis de redoubler d'efforts pour hisser plus haut la voix de l'Aïtaba et renforcer son rôle moteur dans le développement local. Je reconnais le travail abattu du comité sortant avec nos présidents qui se sont successivement suicidés, à savoir le premier président, général Blabagé Marboulaye, le deuxième président, Benan Élu, et le troisième président, Sem Kalgue. Aujourd'hui, je prends le bâton de commandement pour conduire le destin de notre association à atteindre ses objectifs. À cet effet, je demanderai à tous nos anciens le soutien. En tout cas, le besoin sera pour le bien-être de notre association. C'est avec satisfaction que s'est clôturée la cérémonie d'installation ouvrant une nouvelle page dans la vie de l'Association pour le développement de l'Aïtaba. Et puis, Chan 2025, les rideaux sont tombés hier définitivement à Nairobi, au Kenya. Les Lions de l'Atlas ont remporté pour la 3e fois de l'histoire la finale ce samedi. C'était face à Madagascar, 3-2. L'équipe nationale de football du Maroc a battu samedi Madagascar 3-2. Finale du CHAN 2025 au mois international Sport Center de Nairobi au Kenya. Grâce à cette victoire, le Maroc devient la première équipe à remporter à 3 reprises cette compétition continentale. Avec 2 finales remportées lors des éditions 2018 et 2020. Le Maroc était à l'égalité avec la RDC Congo 2009 et 2016 au palmarès. Cueilli à froid par les barreaux malgaches qui ont trouvé le chemin défilé à la 9e minute par l'intermédiaire de Félicité Mantasao. Les Lions de l'Atlas ont renversé la situation avant même le retour au vestiaire avec des réalisations de Youssef Meri à la 27e minute et Oussama Lamlaoui à la 44e. Déterminés à écrire l'histoire pour leur première finale dans ce tournoi, les joueurs malgaches ont poussé jusqu'à remettre les pendules à l'heure 2-2 à la 68e minute avec une réalisation de Toki Rakodondrab. Malgré tout, la presse salue l'exploit des Malgaches. Peu de personnes les attendaient au début de la compétition. Leur victoire face au Kenya, pays hôte et favori de la compétition, avait surpris tout le monde. Lamlaoui a scellé le sort du match d'un super lob de but de plus de 40 mètres pour le 3e but marocain, représentant son 6e personnel sur l'ensemble du tournoi. Meilleur buteur de la compétition. 8e édition depuis la première. En 2009, le
CHAN 2025 a été co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. 19 équipes étaient en lice pour la compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux africains, alors que les Lions de l'Atlas sont attendus au tournoi par leurs supporters dès la fin de l'année. Le Maroc accueillera la prochaine CAN, Coupe d'Afrique des Nations, décembre 2025. C'était le récit d'Enodimadi Dangar. Josiane, toujours en sport, chaque dimanche, la rédaction du groupe Electromédia vous propose une immersion au cœur de l'actualité sportive nationale et internationale. Voici votre rétrospective hebdomadaire signée Baindik Samsadok. Les cyclistes tchadiens ont rallié la capitale camerounaise Yaoundé ce 23 août afin de participer au prestigieux prix Chantal Béa. Cette compétition internationale constitue un passage décisif dans le cadre de leur préparation pour les Jeux islamiques de novembre prochain. Sous la conduite du secrétaire général de la fédération, la délégation tchadienne est composée de 10 coureurs à parité parfait, 5 dames et 5 messieurs. La grande finale du championnat d'Afrique de basketball a tenu toutes ses promesses. L'Angola sur ses terres s'est imposée de justesse face au Cameroun, tandis que le Mali, tombeur du Sénégal 88-80, a marqué l'histoire en disputant sa première finale continentale. Avec 23 points inscrits, Madame Koulibaly s'est illustrée, mais c'est Chil Dundao qui a été désigné de la compétition. Le 27 août, à la Maison de la Presse, Jean-Philippe Bernard, directeur de Paris Cash, Tchad, a paraphé un partenariat destiné à promouvoir le sport national. Ce soutien vise particulièrement la tête Casimir Bittel, figure montante du taekwondo tchadien. À quelques jours d'un duel capital contre les Black Stars du Ghana, prévu le 4 septembre au stade Maréchal Idriss Déby Itno, le nouveau sélectionneur des Sao a surpris en écartant 7 joueurs dès le début du regroupement. Une décision forte qui relance le débat sur les critères de sélection et la gestion de l'équipe nationale. Dans le même registre, la Fédération tchadienne de football a annoncé que l'accès au stade sera gratuit grâce à la prise en charge de 30 000 billets par le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Par ailleurs, la sélection s'étoffe avec l'arrivée de Diawa Michel, latéral gauche de El Mérite, qui a choisi de représenter le Tchad, pays de sa mère. Cependant, l'attaquant Marius Mandjulmadi sera absent, son club lui ayant imposé un programme spécifique durant cette trêve internationale. La Fédération tchadienne de football, à travers sa deuxième vice-présidente, Mumtingar Viviane, a ouvert le 27 août une session de recyclage de 3 joueurs pour les entraîneurs de football féminin. L'objectif, renforcer les compétences techniques et tactiques afin de structurer davantage cette discipline en plein essor. Les demi-finales des championnats d'Afrique des Nations ont offert un spectacle de haute intensité. Pour la première fois de son histoire, Madagascar s'est qualifié pour la finale en écartant le Soudan. L'autre affiche a vu le Maroc dominer le Sénégal dans une confrontation palpitante. Mais en fin de compte, les Lions d'Atlas ont remporté ce samedi la finale du championnat CHAN 2025 à Madagascar par 3 buts contre 2 à Nairobi au Kenya. C'est la 3e fois de l'histoire qu'ils ont décroché le titre. À Bangui, l'As Tempête Moka Afin ses préparatifs en vue de son entrée en Ligue de la Ligue des champions de la CAF. Sous la direction de son entraîneur Kamougou Momo David, l'équipe entraîne les sciences au stade Barthélemy Mogonda, déterminé à marquer les esprits sur la scène continentale. C'est ainsi que s'achève cette rétrospective hebdomadaire. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sportive nationale et internationale. Et puis, hors de nos frontières, à Paris, l'inquiétude grandit. Un diplomate français est détenu depuis plus de 2 semaines à Bamako, au Mali, accusé d'espionnage par les autorités maliennes. Ce ressortissant bénéficie pourtant d'une immunité diplomatique, rappellent avec fermeté les autorités françaises. Les négociations pour obtenir sa libération restent pour l'heure au point mort. Voici le récit de Koinito Jacques Jeannette. Le français, deuxième secrétaire de l'ambassade de France à Bamako, est entre les mains des services de renseignement maliens dans un lieu de tenue secret. L'agent l'accuse d'être l'un des organisateurs d'une supposée tentative de déstabilisation du régime. Paris rejette catégoriquement ces accusations qu'elle qualifie de sans fondement. Les discussions entre les deux parties sont laborieuses. Une source proche du dossier au Mali évoque de nouvelles arrestations, près d'une 60aine au total, parmi lesquelles figurent des généraux de l'armée malienne.
malienne. Un diplomate français a été reçu par les autorités locales pour aborder la situation de son compatriote. Mais aucune avancée concrète n'a encore été enregistrée. Si la crise persiste, l'affaire pourrait bien ébranler le quotidien des autres diplomates français en poste à Bamako. Le consulat a déjà émis des consignes de prudence, tandis que Paris continue de réclamer la libération immédiate et sans condition de son ressortissant. Avant de terminer cette édition, mesdames et messieurs, retrouvons Diana Nepidimbaï pour le rétro actu de la semaine. Bonsoir à tous. Notre rétrospective de la semaine s'ouvre avec l'actualité internationale en bande de Gaza où 4 journalistes ont été trouvés la mort dans une frappe israélienne visant l'hôpital Nasser. Selon l'ONU, ce bombardement a coûté la vie à au moins 20 personnes, dont 5 journalistes, suscitant une vive indignation. D'après les témoins, une seconde frappe a eu lieu alors que secouristes professionnels des médias tentaient d'intervenir après la première frappe. Sur le plan diplomatique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et la France ont condamné l'attaque d'une seule voix. L'Organisation des Nations Unies, de son côté, réclame l'ouverture d'une enquête internationale indépendante afin d'établir les responsabilités. Autre volet de l'actualité, nous avons Washington qui déploie sa diplomatie axée sur les partenariats économiques et l'exploitation des ressources minières en contrepartie d'un soutien au régime de la région dans la lutte anti-djihadiste. Longtemps considérés comme de grands pourvoyeurs d'aide au développement, les États-Unis avaient réduit leur assistance dans la zone. Mais depuis l'administration Trump, la donne a changé. La diplomatie commerciale s'impose comme un levier central de la politique américaine en Afrique de l'Ouest. L'économie à présent, l'éco verra-t-il vraiment le jour en 2027? C'est la question qui alimente les débats dans les cercles économiques africains. Le président de la commission de la CEDEAO, Omer Aliou Touré, a rappelé que de nombreux prérequis demeurent à satisfaire avant d'atteindre cet objectif. Initié en 2003 et relancé en 2029 par les chefs d'État de la sous-région, l'ECO vise à faciliter le commerce intra-africain et renforce l'intégration économique. Toutefois, la récente décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO constitue un sérieux obstacle à cette ambition. Clôturons notre rétrospective par la diplomatie tchadienne. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, a reçu en audience le jeudi 28 août une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières, a permis aux deux parties de réaffirmer la solidité de leur partenariat et de passer en revue les défis partagés en matière de protection et d'assistance aux réfugiés. Merci à vous de m'avoir suivi. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour notre rétro-diplomatie. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité de nous suivre sur la chaîne citoyenne. Merci à la réalisation. Très bonne suite en compagnie du reste de nos programmes.